Bon, donc j'attendais que la petite montée en charge se finalise. Il manque du monde par rapport aux inscrits, mais comme on est dans les temps, moi je propose qu'on y aille, doucement. Ça y est, il suffit que je parle et je vois des nouveaux arrivants qui arrivent. Donc c'est parfait. Bon, bah, je pense qu'on va commencer. Audrey, je te laisse la parole pour la présentation. Oui, merci. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Arnaud Maillard, qui est docteur junior sur la plateforme Sequoia là, depuis quelques mois et qui va nous présenter une thématique très, très ciblée aujourd'hui sur les transposons dans les pathologies monogéniques et dans les cancers. Donc, pour parler un peu de ce jeune homme, c'est quelqu'un qu'Antoine nous a proposé en nous vantant bien entendu toutes ses qualités. Et en effet, en regardant son CV, on se rend compte que c'est un jeune homme qui a fait énormément de choses jusqu'à présent avec une double thématique biologie, mathématiques, et je pense que ça va être utile pour notre présentation de comprendre justement son implication en maths et biostatistiques et bioinformatique pour l'analyse de ces variants particuliers. Donc cette formation a été faite à la Sorbonne et à l'ENS, et puis bien entendu en parallèle, il a fait son doctorat de médecine et il est passé dans de nombreux services. Donc, je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent. Voilà. Et il a fini son internat il y a quelques semaines avec un stage en oncogénétique à l'Institut Curie. Et juste avant la présentation, il nous disait que c'était quelque chose qui l'avait bien intéressé. Voilà, je te laisse la parole, Arnaud. Merci. Merci beaucoup. Alors, petite précision, j'ai pas fini mon internat, je suis en docteur junior, il me reste un an de stage. Euh, merci beaucoup de l'invitation, je suis ravi d'être là. Alors, c'est vrai qu'en ayant regardé un peu les quatre autres webinaires, le mien va peut-être un peu dénoter au sens où il est moins clinique, il est moins immédiatement appliqué aux maladies de prédisposition au cancer ou même à l'oncogénèse. Mais pour autant, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un angle mort de l'analyse génétique. Et pour ceux, par exemple, qui sont allés à Berlin le week-end dernier, c'est quelque chose qui est assez peu abordé en génétique médicale, la question des transposons, alors même que ça représente plus de 50% du génome. Et c'est un... Alors, attendez, si j'arrive à bouger. C'est un topo que m'avait demandé Jeanne Amiel initialement pour le séminaire Pierre Royer, qui est un séminaire à Imagine qui était en mars et qui était dédié aux non-codants. Il était nommé Dark Matters Decoding the Non-Coding Genomics. Et c'est vrai que sur les 10 talks, eh ben, il y en avait 9, c'était sur des enhancers, et puis finalement, il n'y avait que un qui était sur les éléments génétiques mobiles, alors même que c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent dans le génome que les enhancers. C'est près de 50% du génome, qu'on appelle ça éléments génétiques mobiles, transposons, jumping genes, transposable elements. On a différentes classes, on va y revenir. Juste un petit point, c'est que ce n'est pas vraiment de l'ADN non codant, c'est de l'ADN qui est codant. Il code pour des protéines, il code pour des reverse transcriptases, des endonucléases, il code pour son propre intérêt, mais il code tout de même. Alors, mon topo, ça va être un peu de reprendre la biologie de ces éléments génétiques mobiles. Qu'est-ce qu'on a chez l'humain en termes d'éléments génétiques mobiles et à quelle part ils peuvent jouer dans les maladies monogéniques, maladies rares pédiatriques ou les maladies dont les prédispositions au cancer. Et puis, je dirais quelques mots à la fin de particularités au moment, entre cancer et éléments génétiques mobiles. Quel intérêt ça peut avoir pour un biologiste ou un médecin qui s'intéresse à la biologie du cancer. Alors, ces éléments génétiques mobiles, ils ont initialement été découverts par Barbara McClintock, qui a eu pour ça le prix Nobel en 83. Elle travaillait pendant l'entre-deux-guerres à Cold Spring Harbor sur la génétique du maïs. C'était quelqu'un qui n'était pas inconnu, hein, puisque c'est la première qui a découvert la présence des crossing over sur les chromosomes du maïs. Elle a également découvert les chromosomes en anneaux. Et donc, elle s'intéressait à des souches de maïs. Alors, il y a une souche de maïs qui est l'Indian corn, où il y a des mutants dans des gènes de pathway de pigments qui font que les grains de maïs, chacun, ça correspond à une fécondation, ils peuvent être blancs si on a le pigment de pathway qui est déficient, ou ils peuvent être noirs si on a production du pigment. Et puis, il y avait certaines souches qui avaient un aspect un peu moucheté, tacheté comme ça, ce qui est assez étrange, c'est-à-dire que l'allèle white avait une tendance à réverter au cours du développement, et au lieu d'être complètement tout blanc, il y avait des petits secteurs qui reproduisaient du pigment. Et la solution que Barbara McClintock a donnée pour ce problème des grains de maïs tachetés, c'était non pas une mutation ponctuelle, non pas une délétion, mais une toute nouvelle classe de mutations
où la perte de fonction était liée à l'insertion d'un élément génétique mobile à l'intérieur du gène du pigment qui empêchait sa production. Et donc, on avait un grain de maïs qui était tout blanc. Elle a appelé ça l'allèle DS, dissociation, et qui avait la particularité d'avoir un haut taux de réversion et avec l'élément transposable qui avait la capacité finalement à partir et à restaurer une fonction normale du gène. S'il s'excisait de façon très précoce dans le développement, on avait des gros grains noirs, et puis s'il s'excisait de manière plus tardive, on avait des tout petits spots de production de pigments. Et alors l'histoire n'était pas finie puisqu'elle s'est aperçue qu'il ne suffisait pas d'avoir cet allèle DS dans le gène du pigment pour exhiber ce phénotype moucheté. Il y avait un autre facteur génétique qui était nécessaire pour exciser l'élément génétique mobile. Il n'arrivait pas à s'exciser tout seul. Elle a appelé ça le facteur génétique activator. Et donc elle a tenté de mapper ce facteur génétique activateur sur un autre chromosome. Et à chaque cross qu'elle faisait, il mappait sur un chromosome différent. Et il s'est avéré que c'était parce que c'était lui-même un élément génétique mobile. Et les éléments génétiques mobiles, comme leur nom l'indique, ils sont mobiles. Et donc, ils se baladaient dans le génome, l'empêchant de le mapper. Donc, le travail pionnier de Barbara McClintock, qui a mené au prix Nobel, finalement, il a, démontré l'existence de ces éléments génétiques mobiles, et puis challenger l'idée d'un génome très statique en montrant que le génome, même à des échelles de temps très courtes, pouvait être extrêmement dynamique. Et puis, elle a permis de faire la distinction également entre des éléments qui sont autonomes, qui codent tous les éléments nécessaires pour leur propre transposition, une transposase, des séquences qui sont reconnues par la transposase, et puis des éléments non autonomes qui piratent, qui hijackent d'autres éléments autonomes pour leur propre réplication, un peu comme, par exemple, on a le virus de l'hépatite D qui a besoin du virus de l'hépatite B pour son propre cycle. Et finalement, alors initialement, c'était un peu une incongruité du maïs, et puis on s'est assez rapidement rendu compte que ce n'était pas du tout une incongruité du maïs, et que c'était présent chez la plupart des eucaryotes multicellulaires, et la plupart des génomes d'eucaryotes multicellulaires étaient massivement infiltrés par ces éléments. D'abord, on a trouvé ça chez la drosophile, puis chez E. coli, et puis dans les années 70, même dans le génome humain. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a un peu plus de vision, on se rend compte que c'est massif, puisque c'est plus de 50% du génome humain, c'est 40% du génome de la souris, c'est 85% du génome du maïs. Et vous voyez, même sur ces jolis iris, c'est plus de 98% de leur génome qui n'est pas des protéines codantes classiques, mais sont des éléments génétiques mobiles parasites qui infiltrent complètement leur génome. Et alors, non seulement c'était quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement massif en termes quantitatifs, mais en plus, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de variants qu'on connaissait depuis assez longtemps, de variations génétiques dont les bases moléculaires étaient liées à l'insertion d'un élément génétique mobile. Là, je vous donne un exemple parce qu'il est assez joli, c'est celui dont vous avez probablement tous entendu parler au lycée, de la phalène du bouleau. L'histoire, c'est les phalènes du bouleau sont normalement toutes pâles et elles arrivent à se cacher sur les bouleaux. Et puis, au moment de la révolution industrielle, du fait des émissions de charbon et de la suie, les bouleaux sont devenus tout noirs. Et donc, on a eu l'apparition d'une phalène du bouleau toute noire qui arrivait à échapper comme ça, à se camoufler par rapport aux oiseaux. C'est un exemple prototypique en biologie de l'évolution. Et on s'est aperçu en 2012 que ce morphe-là, le morphe noir, était lié à l'insertion d'un élément génétique mobile dans un gène qui s'appelle cortex. Et cet élément génétique mobile amène à une uprégulation du gène et donc à un morphe noir. Donc, non seulement les éléments génétiques mobiles sont excessivement fréquents dans l'ensemble des génomes eucaryotes, mais en plus, ils peuvent être responsables d'un phénotype d'intérêt évolutif ou clinique. Alors, il y a différents types d'éléments génétiques mobiles. Les premiers éléments génétiques mobiles qui ont été trouvés chez le maïs, c'est des éléments de type DNA transposons qui ne passent pas par un intermédiaire ARN. Et puis, il y a des rétrotransposons qui passent par un intermédiaire ARN qui se copie-collent, si vous voulez. Il y en a deux grands types, des LTR et des non-LTR, je vais y revenir. Les LTR, ce sont des séquences qui sont homologues au rétrovirus, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au rétrovirus que vous pouvez connaître, je ne sais pas, HTLV1, HIV, qui sont encadrés par des longues terminales repeats, et puis qui codent pour différents gènes, des gènes de capsides, qui aident à séquestrer l'ARN et qui ont un rôle structural, et puis le gène POL, qui code pour les fonctions de protéase, de reverse transcriptase et d'intégrase, qui permettent donc d'aller, une fois que l'ARN est transcrit, le reverse transcrire et aller l'intégrer dans une autre partie du génome. Il y a une autre grande classe de rétrotransposons qui aussi passent par des intermédiaires ARN, mais qui sont un peu différents, qui eux ont une queue poly A et qui codent pour une reverse transcriptase, une endonucléase et puis des protéines d'acide binding protein. Et donc, une fois qu'ils sont transcrits avec leur queue poly A, ils retournent dans le génome et ils sont reverse transcrits sur place après avoir créé une brèche dans le génome et ils insèrent une nouvelle copie. On voit bien que ces éléments
transposable qui passe par un intermédiaire ARN, la séquence source qui donne l'élément transposable, qui est transcrite, elle reste sur place, et finalement, le nombre de copies ne peut qu'augmenter, sauf à ce qu'il y ait des délétions des séquences initiales. À l'inverse, les DNA transposons, comme on avait dans le maïs, eux, ils ont la capacité de s'exciser. Ils codent pour une transposase avec des séquences inversées répétées de part et d'autre. Et donc, il y a une recombinaison double brin qui excise l'élément qui va aller partir et puis s'intégrer à une autre partie du génome. Et donc la transposition, a priori, elle part d'une copie, elle donne une seule copie. Et finalement, l'augmentation du nombre de copies dont on va voir qu'elle peut être massive, elle est liée au phénomène de réparation à partir de l'allèle homologue. Vous avez ce transposon qui est présent sur les deux chromosomes homologues au même locus. Ben, il y en a une des deux copies qui va aller se fixer sur un autre chromosome. Ça crée une cassure double brin. Cette cassure double brin va être réparée avec le chromosome homologue et donc on a une augmentation du nombre de copies. Le DNA transposon qui a été le plus étudié, c'est l'élément P de la drosophile. Alors, ceux qui ont fait de la drosophile, ils connaissent nécessairement ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un outil de biologie moléculaire très étudié. Mais ça a été découvert dans les années 70, et j'aimerais en toucher un mot, parce que je pense que c'est très instructif sur la façon dont fonctionnent ces éléments génétiques mobiles. L'histoire, c'est que dans les années 70, lorsqu'on a pris des mouches qui venaient de populations naturelles, des wild, et qu'on les a croisées avec les souches du laboratoire, eh ben, la génération F1 était stérile. Non seulement était stérile, mais quand on regardait dans la lignée germinale de la lignée F1, on voyait que ces gonades étaient très anormales. Ici, vous voyez des gonades normales d'une mouche femelle, et là, elles sont complètement atrophiques. Et puis, on avait un très, très grand taux de mutation dans la lignée germinale des souches F1 issues d'un croisement entre une souche du laboratoire et une souche de wild. Non seulement on avait un grand taux de mutation, on avait une instabilité chromosomique, on avait des recombinaisons chez les mouches mâles, alors que normalement il n'y a pas de recombinaison dans la méiose mâle chez les mouches. Alors ça, c'était le premier point, ce qui était étrange. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ce n'était pas tous les crosses. C'était uniquement quand vous croisez un mâle wild avec une femelle du laboratoire. Si vous croisez une femelle wild avec un mâle du laboratoire, là, vous n'avez rien. Donc, il y a deux questions finalement. Première question, qu'est-ce qui cause le haut taux de mutation dans la lignée germinale F1? Et la deuxième question, c'est pourquoi il y a une telle différence entre les deux croisements, que ce soit une mâle ou un femelle qui vient de l'extérieur. Alors, le premier argument pour la première question, qu'est-ce qui cause cette instabilité chromosomique dans la lignée germinale des croisements? Le premier argument pour dire que c'était potentiellement lié à un élément génétique mobile, c'était qu'on se rendait compte que les mutations qui avaient lieu dans la génération F1, dans la lignée germinale, elles étaient notoirement réversibles. Elles étaient très instables, ce qui rappelait assez fortement ce qu'on avait sur le maïs. Et en effet, on s'est aperçu comme ça que c'était lié à un élément génétique mobile, un DNA transposon qu'on appelait l'élément P, qui fait 3 Kb, 4 exons, qui est actif uniquement dans la lignée germinale pour des raisons d'alternative splicing. Il arrive à coder uniquement la transposase complète dans la lignée germinale. Et donc, lorsqu'on avait une mouche qui venait de l'extérieur qui avait cet élément génétique mobile, eh ben, il arrivait, pour une raison ou pour une autre, à s'auto-répliquer de manière massive et à donner plein de nouvelles copies dans la lignée germinale uniquement de la lignée F1. Alors, on s'est tout de suite posé la question, d'où est-ce qu'il vient cet élément P? On a regardé dans les souches des laboratoires. Aucune n'était porteuse de l'élément P. Il faut savoir que les souches de laboratoire de drosophile, elles ont été isolées au tout début du XXe siècle, au moment des travaux de Morgan. Ils ont isolé des souches de laboratoire qui ensuite ont été reproduites et ne se sont pas croisées avec les souches extérieures. Plus intéressant, lorsqu'on a regardé les souches extérieures, les souches wild, l'ensemble des souches dans les années 70 qu'on pouvait isoler de la nature, drosophile, celles que vous avez sur vos bananes, elles étaient porteuses de l'élément P. Alors, on est revenu, on a dit comment ça se fait, et bien on a vu que la première souche naturelle sur laquelle on pouvait détecter un élément P, elle datait des années 30 aux États-Unis. Et la dernière souche libre d'éléments P dans la nature, elle datait des années 70. Autrement dit, en 40 ans, l'élément P, il est apparu dans les drosophiles et il a envahi l'ensemble des génomes en 40 ans. Or, les souches des laboratoires qui avaient été isolées avant, elles ne l'avaient encore jamais vu. Alors, d'où est-ce qu'il venait? Et bien, lorsqu'on regarde les souches de drosophiles qui sont les plus proches de la Drosophila melanogaster, elles sont libres de l'élément P. Il n'y a pas d'élément P. Il y a d'autres transposons, mais il n'y a pas d'élément P. Et en fait, on avait une souche de Drosophila velistoni, qui est aussi une drosophile, mais qui a divergé de façon plus ancienne, il y a 40 millions d'années. Elle avait un transposon qui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Il y avait un seul nucléotide de différence. Et donc, très probablement, au début du XXe siècle,
cette Drosophila willistonii a donné l'élément P à Drosophila melanogaster, qui a ensuite, en quelques années, 40 ans, envahi l'ensemble des génomes de l'espèce. Alors, comment ça s'est passé? Il y a ce papier dans Science, un peu marrant, qui suggère fortement que c'est passé par un petit parasite, qui est une mite, un petit acarien, qui parasite Drosophila willistonii et Drosophila melanogaster. Alors, donc, en 40 ans, on arrive à envahir complètement le génome d'une espèce, c'est déjà assez inquiétant. Et alors, la deuxième question sur laquelle on n'a pas répondu, c'est comment expliquer que les crosses soient différents, c'est-à-dire que cet élément P qui arrive des souches naturelles, wild, il arrive à s'amplifier uniquement s'il est amené par un mâle de l'extérieur et pas par une femelle de l'extérieur. Ça suggère que la femelle de l'extérieur, elle puisse amener dans le cytoplasme de l'œuf des facteurs qui empêchent l'amplification de cet élément. Et en effet, ça a mené à la découverte de systèmes de régulation des transposons, et en particulier de systèmes d'ARNA interférence avec les ARN PIWI, qui sont un système adaptatif de régulation des éléments génétiques mobiles, et en particulier d'immunité anti-transposon. L'idée, c'est que chez la drosophile, on a également ça chez l'humain, on a ces P-clusters, qui sont des grandes séquences de plusieurs KB, voire centaines de KB, et dans lequel il y a des transposons qui sont insérés. Ils sont transcrits sous la forme de longs ARN, qui sont ensuite processés sous forme de petits ARN, des piRNA, qui sont chargés sur des protéines argonautes, type PIWI aubergine, et qui vont ensuite cliver tous les RNA d'autres facteurs de transcription insérés autre part dans le génome, qui sont homologues. Et finalement, ça joue le rôle d'un piège à transposon, parce que si vous avez un nouveau transposon qui arrive dans le génome, eh ben, il va se répliquer massivement, et s'il tape et il tombe dans un P-cluster, et ben là, il est fichu, parce qu'il va être transcrit et reconnu par les systèmes argonautes, et donc tous ces homologues vont être clivés. Donc on voit que c'est un peu comme CRISPR pour les phages, c'est un système adaptatif, immunitaire, de lutte contre les éléments génétiques parasites. Et c'est un des mécanismes de défense contre les éléments génétiques mobiles. Et l'histoire n'est pas finie, puisque je vous avais dit que Drosophila simulans, la plus proche de Drosophila melanogaster, elle n'avait pas l'élément P. C'était vrai jusqu'à il y a peu. Et on s'est aperçu dans les années 90 qu'il y avait des souches qui avaient récupéré l'élément P de Drosophila melanogaster. Alors initialement, c'était très peu, vous voyez, en 90. Et puis 10 ans plus tard, quasiment toutes les souches de Drosophila simulans ont récupéré l'élément P. Et donc, il y a eu une invasion sous nos yeux par cet élément génétique parasite d'une nouvelle espèce. Donc, qu'est-ce que nous apprend l'élément P? Eh bien, que les éléments génétiques mobiles, ce n'est pas juste des mutations comme les autres, c'est avant tout des éléments moléculaires parasites. Et en tant que tels, les génomes eucaryotes ont développé des systèmes immunitaires pour arriver à contrôler ces éléments, à les réprimer, que ce soit au niveau transcriptionnel ou post-transcriptionnel. Et puis, troisièmement, qu'il y a potentiellement des transferts horizontaux de gènes entre différentes espèces et qu'il y a une possibilité de switch d'espèces pour ces éléments génétiques mobiles. Alors, est-ce qu'on a ces éléments génétiques mobiles chez l'humain? Oui, on en a, c'est plus de 50% du génome. On a avant tout des rétrotransposons, on va en venir, les lines, les signes, et puis des séquences rétrovirales LTR, qu'on appelle Human Endogenous Retrovirus. Et on a quelques DNA transposons, on va y venir, ces 3%, ils sont plus actifs. Alors, le premier type de rétrotransposon, c'est les LTR, c'est ceux qui sont homologues au rétrovirus. Et en effet, c'est 8% du génome humain qui code pour des protéines de capsid, des protéines de polymérase, reverse transcriptase, et puis même des protéines d'enveloppe. Et les rétrovirus humains, vous en avez 4 fois plus que de gènes, hein, ils produisent des particules virales, des rétrovirus-like particules, mais ils n'arrivent pas à compléter complètement le cycle viral et notamment à produire des nouvelles copies. Pour autant, c'est probablement quelque chose de récent parce qu'on a encore des polymorphismes d'insertion dans l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'entre deux humains, vous pouvez en avoir un qui a une insertion d'un rétrovirus et l'autre qui ne l'a pas, ce qui témoigne qu'il y a eu une insertion relativement récemment dans les 300 derniers milliers d'années, on va dire. L'autre grande classe de rétrotransposon, et c'est la principale, en tout cas c'est la seule qui est aujourd'hui responsable de l'activité de transposition dans le génome humain, celle qui est encore active, c'est les séquences Line 1. On en a 500 000 copies, c'est 17% du génome humain. C'est des séquences qui font 6 KB. Et sur les 500 000 copies, il y en a à peu près 100 qui sont encore intactes et actives. Et sur les 100, il y en a peut-être une 10-15 qui sont responsables de l'essentiel de l'activité. 99,9% des 500 000 copies sont soit tronquées, soit inactivées par des mutations ponctuelles. Et ces séquences, donc, elles sont potentiellement encore actives et elles sont activement réprimées par des systèmes de type RNA interférence type PIWI ou par de la méthylation de leurs promoteurs. Et cette répression peut, on le verra, être altérée dans une situation pathologique.
Donc, le RNA est transcrit, il produit deux protéines, ORF1P qui a un rôle de protéine de structure et ORF2P qui est l'activité de reverse transcriptase et d'endonucléase. Il y a d'autres rétrotransposons à queue poly-A. Vous connaissez très probablement les séquences ALU, qui sont la principale des séquences signes. Eux, c'est des transposons qui sont défectifs, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de l'activité, ils sont non autonomes, ils ont besoin de l'activité des séquences L1, et ils ont besoin notamment de la reverse transcriptase de L1. Les séquences ALU, c'est 280 paires de bases, c'est plus d'1 million de copies dans le génome humain, c'est 11% du génome. Il y a eu une massive amplification au moment de la radiation des primates, donc dans l'ère tertiaire. Et en fait, eux, ils ne dérivent pas du tout d'un virus. Les séquences ALU, elles dérivent de la petite RNA de la signal recognition de particules. Vous savez, cette particule qui est responsable pour l'adressage des protéines au système endomembranaire. Alors, ça, c'est pour les rétrotransposons, LTR ou non LTR. On a aussi des DNA transposons dans l'espèce humaine, c'est 3%. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont plus actifs dans l'espèce humaine. On a des signes d'une intense activité au début de la radiation des primates, mais depuis 37 millions d'années, il n'y en a plus aucun qui, en tout cas dans l'espèce humaine, dans la lignée qui a donné l'espèce humaine, ne s'est répliqué. Alors, je vous présente assez rapidement, et je remercie Jean-Sérène Laloy, qui est médecin généticien à Caen, pour ces diaporamas. Juste pour vous donner une idée du modèle de comment ça se passe, la reverse transcription liée à Line 1, et ben l'ARN, il arrive avec ses protéines, notamment ORF2P, au niveau du génome. Il clive une séquence qui est riche en T, et ce stretch de T s'hybride avec la queue poly-A. Et ensuite, ça va servir de matrice ça va être élongué au niveau 3' pour reformer la séquence L1. Puis il va y avoir une cassure, une double brin, une deuxième cassure dans l'autre brin, qui va permettre ensuite l'insertion du nouvel élément, de la nouvelle séquence L1. Et vous voyez, et on le verra que c'est important pour la détection, on a des petites séquences qui sont dupliquées de part et d'autre de l'insertion L1. Alors, le plus souvent, ça se passe mal, néanmoins. Le plus souvent, la séquence L1, lorsqu'elle s'insère, elle n'est pas fonctionnelle. Elle est souvent délétée ou alors elle est inversée. Et même quand elle est pleine, elle a souvent des mutations ponctuelles parce que la reverse transcriptase a un taux de mutation qui est beaucoup plus élevé que les DNA polymérases usuels. Et donc, la plupart des insertions, que ce soit des séquences ALU, des L1 ou des SVA, qui est un deuxième type de signe dont je n'ai pas parlé, mais qui est analogue aux ALU, elles sont dead on arrival, elles ne sont plus fonctionnelles une fois arrivées. Il y a un point qui est intéressant, c'est que dans un petit nombre de cas, lorsque vous transcrivez une séquence de rétrotransposon, vous dépassez la queue poly-A et vous pouvez arriver à transcrire un morceau d'exon ou un morceau d'ADN qui est après l'élément génétique mobile. Et ça, c'est intéressant parce qu'une fois que ça va aller se fixer autre part, ça nous donne une idée de la source. C'est une sorte d'encre pour la source de l'élément qui a donné le nouvel élément. Là, c'est par exemple un exemple avec une séquence SVA qui est un T-sign. Il a été transcrit et le transcrit a dépassé la queue poly-A. Et donc, lorsqu'il s'est inséré du chromosome 3 sur le chromosome 1, il a gardé un morceau du chromosome 3. Donc, en voyant cette séquence SVA sur le chromosome 1, on était certain qu'elle venait exactement de celle-là du chromosome 3. Et ce qui était amusant, c'est que celle-là, elle s'est même copiée. Et elle a ramené un morceau du chromosome 1 de 4 en 1 de 5. Et puis encore, il y a eu 4 jams comme ça. Donc, une séquence, on a donné 4 comme ça. Et à chaque fois, en gardant des traces de la séquence dont il venait. Alors, on a vu les éléments génétiques mobiles, les différents types d'éléments génétiques mobiles. Il y a deux façons d'appréhender aussi les éléments génétiques mobiles chez l'humain. C'est ceux qui sont fixés, c'est-à-dire qui sont depuis des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années dans le génome humain. Et puis il y a ceux qui sont encore polymorphes, c'est-à-dire qui témoignent d'événements de transposition qui sont assez récents. Ceux qui sont fixés, c'est 99,9% des transposons. C'est ceux qu'on voit partout et c'est 50% du génome. C'est une séquence ALU tous les 3 kb. Et si vous regardez n'importe quel gène, votre gène favori, il y a quelques exons qui sont perdus dans une mer d'introns. Et cette mer d'introns, elle est massivement infiltrée par des éléments génétiques mobiles. Il y en a absolument partout. Et ça peut avoir un intérêt en clinique. Ici, pour le Fanconi, vous voyez que quand vous avez des séquences ALU, on le sait tous, c'est des séquences qui sont homologues et donc qui ont une tendance à recombiner par un mécanisme de recombinaison allélique non homologue et être responsable d'une grande partie des CNV qu'on peut voir en clinique.
Pour autant, les autres, quand bien même elles ne sont pas des substrats pour de la formation de variants structuraux, est-ce qu'il faut les considérer comme des fossiles moléculaires? Eh ben, j'aimerais vous convaincre que non. Et je vous donne quelques exemples un peu arbitraires, mais que le fait est que ce sont encore des séquences fonctionnelles. Ce n'est pas de l'ADN random, ce sont des séquences fonctionnelles avec des promoteurs, avec des sites de fixation pour les facteurs de transcription qui produisent des protéines, quand bien même la protéine n'arrive pas à finir le cycle. Et là, c'est par exemple un exemple en 2006 où, en modifiant quelques nucléotides dans les Human Endogenous Retrovirus, les rétrovirus endogènes, les séquences LTR, on arrive à reconstruire un virus qui a un cycle viral tout à fait correct, avec une production de virions qui bourgeonnent à la membrane. Deuxièmement, pour dire que ce pas des fossiles moléculaires, c'est qu'ils sont activement réprimés. On a vu le système tRNA, il y a d'autres systèmes comme CAP1 qui sont des protéines qui servent à méthyler l'ADN et puis à réprimer l'histone, à hétérochromatiser les régions riches en éléments génétiques mobiles pour éviter qu'ils s'expriment. Et un dernier exemple qui est assez amusant, en 2023, où on montre que les éléments génétiques, donc les endogenous rétrovirus, les éléments LTR, dont je vous ai dit qu'ils pouvaient produire des particules virales, eh ben, on voit qu'ils sont déréprimés avec l'âge et que cette dérépression est associée à l'augmentation de production de ces particules virales-like dans le sang et que, lorsqu'on augmente l'expression dans des modèles cellulaires de ces éléments-là, ben, on reproduit les marqueurs de naissance et lorsqu'on inhibe les particules virales par un anticorps bloquant dans le sang, et ben là, on empêche l'apparition des marqueurs de sénescence, suggérant que la dérépression de ces éléments génétiques mobiles pourrait avoir un rôle dans la sénescence. Donc ça, c'est pour les éléments qui sont fixés. On a tous les mêmes, vous et moi, mais il y en a d'autres sur lesquels l'insertion s'est produite de manière plus récente et donc qui sont encore polymorphes dans le génome humain et qui participent à la différenciation génétique entre deux individus. C'est une toute petite partie des éléments, mais néanmoins, lorsqu'on regarde deux individus aléatoires, eh ben, en gros, on a approximativement 1500 polymorphismes d'insertion, c'est-à-dire locus dans le génome, où l'un des deux individus a une insertion et l'autre n'en a pas. C'est avant tout des séquences ALU, parce que c'est les principales à se répliquer au niveau germinal, un peu moins de séquences L1 et un peu moins de SVA. Mais au total, comme c'est quand même des séquences qui sont d'une taille substantielle, c'est 6 KB pour les séquences L1, ça fait quand même 1,2 mégabase de différence entre deux individus en moyenne, qui est lié aux éléments génétiques mobiles. Et c'est 25%, c'est un chiffre qu'on retrouve un peu partout, 25% des variants structuraux sont en fait des polymorphismes d'insertion des éléments génétiques mobiles. Alors, s'il y a une polymorphisme, c'est qu'il y a une activité encore aujourd'hui de transposition de ces éléments. On a dit que c'était entièrement lié à l'activité des lines, mais ça pouvait être hijacké par d'autres éléments, notamment les ALU et les SVA. Et cette transposition, elle peut avoir lieu dans la lignée germinale ou dans la lignée somatique. Dans la lignée germinale, ça a été évalué dans plusieurs papiers, et globalement, c'est à peu près une insertion tous les 12 à 14 naissances, vous avez une insertion de novo. C'est avant tout des ALU, c'est 4 fois plus fréquent que les lines, c'est parfois des lines. Et puis parfois, vous avez la reverse transcriptase qui, non contente de reverse transcrire une séquence line ou ALU, reverse transcrit n'importe quel gène dans le génome, ce qui amène du coup un gène que vous connaissez qui est pseudogénisé, mais sans intron et avec une queue polyA, et ça, c'est à peu près une naissance sur 6000. Pour ce qui est des transpositions somatiques, là, c'est plus fréquent. On va en reparler avec le cancer, mais sur ces deux papiers-là qui regardent dans deux modèles cellulaires, alors dans le côlon, dans l'épithélium colorectal et puis dans les neurones hippocampiques, on retrouve des rétrotranspositions de L1 qui sont apparues en post-zygotique. Et globalement, 88% des clones colorectaux ont au moins un L1 qui s'est inséré depuis la fécondation. En moyenne, il y en a 3 par clone. Et c'est plus fréquent dans les entérocytes, dans leur papier, que dans les cellules hématopoïétiques ou les fibroblastes. Dans les neurones, c'est encore plus que ça, parce que quand ils regardent dans les neurones hippocampiques, et ben, en moyenne, ils ont 14 insertions de L1 qui sont apparues en post-zygotique, c'est-à-dire entre la fécondation et puis la différenciation en neurones hippocampiques. Donc c'est quelque chose qui est probablement tout sauf négligeable, et on verra que ça, et vous le présentez, que ça peut avoir un intérêt pour ceux qui s'intéressent au cancer. Alors, pour les maladies monogéniques, est-ce que ça peut avoir un lien? On le pressent bien. Et alors, la question, c'est comment on le démontre. Et avant, je vais vous présenter rapidement les difficultés qu'on a à identifier ces éléments génétiques mobiles sur du séquençage short read. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la capture dans les panels et puis lorsque l'on fait de l'exome. L'idée, c'est que lorsque vous avez une insertion d'un élément génétique mobile, bien entendu, vous n'avez pas de sonde de capture qui capture cet élément génétique mobile, parce que si vous mettiez une sonde de capture sur une séquence ALU, eh bien, vous capteriez 11% du génome. Donc,
Le problème, c'est qu'une fois que vous mettez votre sonde de capture, que vous hybridez, bah, vous allez sous-enrichir mécaniquement les séquences insérées. Donc, vous allez avoir mécaniquement un downsampling de ces séquences-là dans votre pool de librairie. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est celui de l'alignement. Et là, je vous présente un gène quelconque. Donc, il y a quelques exemples, il y a plein de séquences transposées, c'est comme partout. Et si on a une de nouvelles, comment vous allez la voir? Et ben, le problème, c'est que le séquençage short read, c'est 100-150 paires de bases, les reads Illumina, là où les séquences ALU, c'est plutôt 300 paires de bases, et les séquences line et SVA, c'est plusieurs KB. Et donc, finalement, la plupart de vos reads, ils vont mapper au milieu d'une séquence d'un élément génétique mobile qui est présent à des millions de fois dans le génome. Donc, vous n'allez jamais réussir à la mapper correctement. Non seulement vous n'allez pas réussir à savoir qu'il y en a une de plus, mais même celle-là, vous n'allez pas arriver à savoir si le read que vous avez pour celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, ou si c'est pas celle d'un autre chromosome. Donc, c'est le problème d'alignement multiple pour des séquences massivement répétées. Ça rend assez compliqué l'identification des éléments génétiques mobiles sur les données de NGS short read. On voit assez facilement, néanmoins, que le biais de capture peut être limité par le séquençage whole genome, notamment lorsqu'on n'a pas d'amplification par PCR, et que le problème d'alignement peut être limité également par le long read, qui, on le sait, a plus de facilité à détecter ce genre d'événements. Pour autant, avec le short read, on a quand même des outils qui ont été développés pour essayer d'identifier ces éléments génétiques mobiles, et ils se basent globalement sur deux features, les split reads et les discordant peer reads. Mettons que vous avez un transposon qui s'est mis dans BRCA1, et ben, sur les reads qui vont mapper sur BRCA1, si vous voyez qu'il y en a une partie d'un read qui mappe sur BRCA1 et la fin du read qui mappe pas sur BRCA1 mais dans un élément génétique mobile, c'est un argument pour dire qu'il y a peut-être un élément génétique mobile qui s'est mis dans le gène. Une autre façon de faire, c'est de voir sur du séquençage Illumina, s'il y a un read dans un sens qui mappe dans BRCA1 et l'autre qui mappe dans un élément génétique mobile qui n'a rien à faire là. Là, vous avez aussi un argument pour dire qu'il y a peut-être un élément génétique mobile qui s'est inséré dans votre gène d'intérêt. Alors, ça, c'est ce à quoi ça ressemble sur IGV. Quand vous avez un élément génétique mobile avec sa queue poly-A et sa target site duplication qui s'est mis au milieu de votre gène d'intérêt, ben, vous voyez que vous avez une petite région qui est dupliquée, c'est la target site duplication. Et puis, d'un côté, vous avez la queue poly-A, que vous voyez ici, et puis de l'autre, vous voyez que vous avez des split reads avec une partie du read qui ne mappe pas au bon endroit dans le génome et qui mappe en réalité dans un élément génétique mobile. Donc, c'est ce à quoi ça peut ressembler. Là, c'est un autre exemple d'un élément génétique mobile. Néanmoins, c'est assez mal appelé par les variants de structure, par les couleurs de variants de structure. Donc, si vous n'avez pas de couleur spéciale, vous ne les verrez pas. Et alors, il y a des couleurs spéciaux, sauf à regarder à la main et à trouver sur ce type de pattern. Il y a des couleurs spéciaux qui ont été développés. C'est par exemple Melt, Scramble, XT. Et là, je suis actuellement à Sequoia et on est en train d'essayer d'implémenter un de ces colors pour le séquençage de génome, en tout cas l'analyse de séquençage de génome à Sequoia. Alors, ces mutations, c'est des mutations structurales, ça fait plus de 50 kb, mais ce n'est pas du tout des mutations typiques au sens où ce n'est pas du tout de l'ADN aléatoire. C'est de l'ADN qui est extrêmement fonctionnel, qui est codant, qui a des promoteurs, qui sont des promoteurs très forts, qui ont des séquences de splice. Dans les ALU, il y a des séquences de splice qui sont tout à fait fonctionnelles, et puis qui sont fixées par plein de facteurs de transcription. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sont réprimés et activement réprimés par le système immunitaire, par le système immunitaire cellulaire, les systèmes de piRNA, les systèmes de méthylation. Et donc, il y a une hétérochromatisation à risque une fois qu'un élément génétique s'insère. Et ça, c'est plein d'exemples de comment un élément génétique mobile, lorsqu'il se met, peut abîmer un gène et causer une maladie monogénique. Alors, il peut casser un exon, c'est le plus classique. Il peut se mettre au milieu d'un intron et les séquences de splice vont amener soit à une exonisation de cet élément génétique mobile, soit encore à un saut d'exon. Ça peut amener une prémature polyadénylation, ça peut faire des protéines chimériques, ça peut initier avec un promoteur très fort des séquences L1, donc un néopromoteur ectopique. Enfin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. En tout cas, vous avez une gamme de conséquences fonctionnelles qui peut être très vaste. Et par exemple, là, je vous en donne quelques exemples. Vous pouvez avoir de la perte de fonction. Alors, le premier qui a été décrit, c'était dans le facteur 8, dans les années 80, où il y avait une séquence L1 qui s'était mise au milieu du facteur 8, ça donnait une hémophilie A. Vous pouvez avoir une séquence ALU qui se met au milieu de la NF1, ça vous donne une neurofibromatose au milieu de l'intron, parce que ça donne un saut de l'exon 41. Et puis, pour avoir du gain de fonction, alors ça, c'est un truc que nous, on avait publié avec l'équipe d'Elisabeth Tourné-Lasserve, une maladie
des petites artères cérébrales extrêmement sévères avec des AVC à un âge très jeune et une démence vasculaire qui était liée à une séquence ALU qui s'était mise en 3' à 1000 kb du codon SOP et qui a amené à une uprégulation du gène en modifiant les signaux de polyadénylation. On avait 10 familles qui avaient tous la même et on a pu prouver que, pour l'anecdote, elles avaient tous hérité du même ancêtre et que l'insertion on a pu la dater au début du XVIIIe siècle. Ça, c'est gain de fonction, perte de fonction. Au moment où s'insère l'élément L1, je vous ai montré, il y a une cassure double brin. Et donc, c'est pas rare qu'on ait des remaniements structuraux de beaucoup plus grande taille en lien avec une insertion. L'idée, c'est que quand s'insère l'élément génétique mobile, vous créez le double brin et parfois, le double brin est créé beaucoup plus loin et vous pouvez avoir une délétion, mais vous pouvez aussi avoir des translocations, vous pouvez avoir des insertions. Et lorsqu'on le regarde, on voit que lorsqu'on a des délétions qui sont liées à l'insertion d'un élément L1 avec un élément L1 qui est au milieu, eh ben, elles peuvent être petites, mais parfois elles peuvent être extrêmement grandes, de l'ordre de 50 mégabases. Là, c'est un exemple. Vous avez sur le chromosome X une délétion, alors je vois mal, mais de plusieurs dizaines de kb. Et vous voyez qu'à la fin, les bornes de la délétion, en fait, elles mappent dans un élément génétique mobile, qui en fait, c'est pas vraiment une délétion, c'est une délétion-insertion. Et au moment où il s'est inséré, déjà, il ne s'est pas inséré complètement, ça fait 6 kb, il s'est inséré que de 2,1 kb. Et il y a eu une délétion beaucoup plus large autour du fragment. Donc tout ça pour vous dire que c'est un type de structural variant qui est assez particulier et qui peut avoir des conséquences tout à fait diverses. Alors, est-ce que c'est fréquent en contexte clinique? Eh ben, chez la mouche, c'est très fréquent. C'est plus de 50% des mutants spontanés de la drosophile qui sont liés à des éléments génétiques mobiles. Donc, il y a un très haut niveau d'activité de ces éléments génétiques mobiles. Vous prenez des mutants, des maladies mendéliennes dans les populations naturelles de mouches, dans plus de 50% des cas, la mutation, ce n'est pas une mutation ponctuelle, c'est un transposon. Chez la mouche, les mutations spontanées, pas les mutations induites, c'est plus de 15% qui sont liées à des éléments génétiques mobiles. Alors, chez l'humain, c'est moins que ça, on le saurait. Et ça a été évalué sur des grandes cohortes d'exomes, en particulier dans les maladies troubles neurodéveloppementaux, maladies malformatives, et sur de l'exome, même si on a dit que, et je vous ai essayé de vous expliquer pourquoi l'exome était probablement sous-performant, notamment c'est de l'exome short read, c'est une petite proportion qui est responsable, qui est due à des éléments génétiques mobiles. C'est à peu près un patient sur 3000 qui est adressé en exome sequencing. C'est plus dans les mutations positives, mais tout de même, c'est une petite proportion. C'est probablement sous-estimé. On n'a pas malheureusement d'évaluation sur du génome long-read pour avoir une idée un peu claire. En tout cas, avant de parler du cancer, quelques points pour résumer. Les transposons, c'est plus de 50% du génome. C'est des éléments parasites et qui sont ciblés par des éléments d'immunité pour contrôler ces éléments. C'est une insertion de novo pour à peu près 10 à 15 naissances. Et il faut que vous développiez faut que vous implémentiez des outils spécifiques, sinon vous ne les trouverez pas avec le variant calling usuel. Alors, est-ce que ça peut avoir un lien avec le cancer? La première chose, c'est oui, ça peut être responsable, comme partout, de mutations, perte de fonction notamment, dans des gènes dans des gènes suppresseurs de tumeurs. Et donc, on a plein d'exemples. Là, j'ai mis des papiers français, donc probablement du JGC, qui ont démontré la présence d'une mutation liée à des éléments génétiques mobiles. Alors, si on prend un peu de recul, on sait, et vous savez probablement, qu'il y a certaines mutations, notamment de BRCA2, qui sont des mutations récurrentes, avec un effet fondateur, qui sont liées à des insertions d'éléments génétiques mobiles, notamment cette insertion d'une séquence ALU dans BRCA2, qui représente plus du quart des mutations délétères de BRCA1. Il y en a d'autres, founder mutations, dans ATM, dans PMS2, dans BRCA2. Mais globalement, lorsqu'on regarde de manière un peu plus systématique, alors il y a juste cette étude qui a fait ça, on voit que les éléments génétiques mobiles, dans le contexte de la prédisposition constitutionnelle aux maladies tumorales, c'est à peu près un variant pathogène sur 300. Mais ça ne peut pas réduire, on ne peut pas réduire l'impact des éléments génétiques mobiles dans le cancer à ces exemples-là. Et il apparaît que probablement la dérégulation des éléments génétiques mobiles dans le cancer est une des hallmarks du cancer alors ça, c'est le dernier papier de Hallmark, mais ça interagit ça intervient dans un certain nombre de caractéristiques propres du cancer. Et probablement le meilleur exemple, c'est que
ORF1P, qui est la protéine qui est produite par les séquences Line 1, elle est surexprimée dans un très très grand nombre de cancers. Ici, je vous mets un adénocarcinome libertinien, vous voyez des massifs tumoraux infiltrants. Et les glandes normales, l'infiltrat mononucléo autour de la tumeur, les cellules musculaires lisses, ne surexpriment pas en immunohistochimie ORF1P, et puis toutes les cellules tumorales le font. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans 50 à 60% des cancers du côlon, plus encore dans les cancers du sein de l'ovaire, plus encore dans les cancers pancréatiques. Mais c'est variable en fonction du cancer. On n'a pas de surexpression des séquences Line 1 dans le glioblastome ou dans les lymphomes B de bas grade, par exemple. Alors, on se rend bien compte que si jamais il y a une surexpression, il y a une dérépression de ces éléments génétiques mobiles dans les cancers, eh ben, on conçoit assez bien que parfois, il va se transposer, il peut être responsable de mutations driver. Ça a été, il y a quelques case reports qui ont été faits initialement, et là, vous voyez une séquence line 1 qui s'est mise dans APC, sachant qu'il y avait l'autre allèle qui était muté par un mutant non-sens, et donc qui était responsable qui a participé à l'oncogénèse du cancer colorectal. Et c'était qu'une séquence, mais il y en avait 27 autres dans la même tumeur qui, elles, avaient probablement pas d'effet phénotypique. Lorsque ça a été regardé de manière beaucoup plus générale sur le PACWG consortium, sur 3000 cancers, 38 types histologiques, on se rend compte que dans 35% des cancers, on a au moins une néo-insertion par opposition au tissu sain adjacent, donc qui a eu lieu au cours du processus d'oncogénèse. Et à la différence des mutations germinales, où je vous ai dit que c'était essentiellement des mutations ALU, en tout cas 4 fois plus de mutations ALU que de L1, dans le cancer, c'est avant tout des mutations L1 des insertions de L1 qui peuvent être isolées ou s'associer à de la 3' transduction, c'est-à-dire qu'elle ramène un morceau d'exon ou un morceau d'un autre chromosome sur le chromosome sur lequel elle s'insère, ou avec des remaniements génomiques beaucoup plus complexes, des grosses délétions, etc. Et alors, est-ce que c'est tous les cancers? La réponse est non. Il y a des cancers qui sont particulièrement prônes pour cette suractivation des séquences L1. Et le principal, c'est les cancers de type adénocarcinome de l'œsophage, où ils voient qu'on a en médiane aux alentours de 50 à 100 néo-insertions par rapport au tissu sain adjacent par adénocarcinome de l'œsophage. On a aussi ça dans les épidermoïdes de la tête et du cou, dans les épidermoïdes du poumon ou dans les adénocarcinomes colorectaux. À l'inverse, il y a d'autres cancers où il y a beaucoup moins de néo-insertion d'éléments L1. C'est par exemple les néoplasies myéloïdes ou les maladies les cancers à cellules rénales. En tout cas, globalement, il faut retenir que les insertions d'éléments génétiques mobiles, c'est pas du tout anecdotique dans le cancer, puisque vous en avez plusieurs centaines d'événements dans certains cancers. C'est pas tous les cancers, et dans un certain nombre de cas, c'est responsable de mutations driver. Et alors, je vous ai dit que sur les 500 000 séquences L1, il y en avait à peu près une centaine qui étaient actives, et puis il y en avait quelques-unes qui étaient très actives. Dans le cancer, en fait, il y en a quelques-unes qui représentent l'essentiel de la majorité de l'activation de l'activité de rétrotransposition. En particulier, vous voyez qu'une séquence L1 particulièrement méchante sur le chromosome 22q1.2 est responsable sur tous les cancers de 22% des rétrotranspositions. C'est-à-dire qu'il y en a une et puis elle se copie plein de fois dans la même lignée tumorale. Elle est déréprimée au moment de l'oncogénèse et elle se met à se suractiver de manière complètement anarchique. Alors, pour retenir, les insertions somatiques dans le cancer, d'éléments génétiques mobiles, c'est pas rare, c'est pas tous les cancers, néanmoins, c'est pas exceptionnel. Le plus souvent, c'est des mutations de passenger, mais dans un certain nombre de cas, ça a été prouvé, elles peuvent être des mutations driver. Et puis, il est possible que cette mobilisation des éléments génétiques mobiles aboutisse à des larges remaniements structuraux qui peuvent avoir un rôle propre dans l'oncogénèse. Et alors, pour finir, dans les 10 minutes qui me restent, j'aimerais insister sur le fait que les éléments génétiques mobiles peuvent être délétères, mais pas du tout uniquement comme un phénomène de mutagénèse insertionnelle, et que ce sont des séquences qui sont actives, qui sont fonctionnelles, et qui peuvent, indépendamment du fait d'être répliquées ou pas, participer à un certain nombre de physiopathologies, en particulier dans les maladies du vieillissement auto-inflammatoire. Et moi, je vais donner 2 exemples un peu arbitraires dans le cancer, et je vous renvoie vers d'autres revues si vous voulez approfondir ce domaine. L'idée, c'est que les éléments transposables dans les cellules tumorales, elles sont déréprimées, elles sont notamment déméthylées. Ça correspond au phénomène de d'hypométhylation globale, qui est un truc qu'on a observé depuis assez longtemps dans le cancer.
Et on voit notamment dans la plupart des cancers une déméthylation des promoteurs de line 1, qui corrèle d'ailleurs assez bien avec le fait qu'il y a une augmentation de l'expression de ORF1P en immunohistochimie. Et il y a une corrélation, alors c'est juste une corrélation entre l'hypométhylation de line 1 et l'instabilité, le mauvais pronostic dans le cancer du poumon, le mauvais pronostic dans le cancer du côlon, le mauvais pronostic dans le cancer épidermoïde de l'œsophage, des histologies plus agressives ou une augmentation de la sensibilité au système immunitaire. Et donc cette dérégulation des éléments transposables, elle peut être utilisée par les cellules tumorales en utilisant ces séquences qui sont déréprimées comme des éléments cis-régulateurs pour driver leurs propres oncogènes. Le premier papier qui a trouvé ça, c'est un papier de Nature Médecine il y a une quinzaine d'années, qui regardait dans le lymphome de Hodgkin. Le lymphome de Hodgkin, il dépend de l'activation d'un facteur de croissance qui s'appelle le Colony Stimulating Factor 1, qui est un facteur de croissance de la lignée monocyte macrophage. Quand vous inhibez ce facteur de croissance, par exemple par un décoil récepteur, les cellules lymphomateuses n'arrivent plus à se s'amplifier. Et c'est normalement un facteur qui n'est pas du tout exprimé dans les lignées B. Et on sait que dans quasiment tous les lymphomes de Hodgkin, le récepteur est réexprimé avec une signalisation autocrine. Et ce qui montre, c'est qu'en fait, la réexpression ne dépend pas du tout du promoteur normal, canonique, mais dépend du fait de la perte de méthylation d'un LTR, c'est-à-dire d'un rétrovirus endogène, qui est 6 Kb en amont, et qui est déméthylé, donc qui devient actif, qui est un très fort promoteur et qui peut notamment fixer NF-kappa B, et donc qui amène à une synthèse de CSF1R sous la dépendance d'un promoteur ectopique qui est un élément génétique mobile. Et donc, la déméthylation d'un rétroviral endogénus LTR, ça permet l'expression d'un proto-oncogène. Alors, c'est pas si anecdotique de ça, alors, parce qu'il y a ce papier-là, beaucoup plus récent, qui a regardé de manière assez systématique ces phénomènes d'onco-exaptation où une tumeur, dans son développement, réutilise des éléments génétiques mobiles comme des séquences, je dirais, prêt à l'emploi de cis-régulatrices. Et on voit que elle met en évidence plus d'une centaine d'exemples dans différents types tumoraux. Ça, c'était un premier exemple pour montrer qu'indépendamment de la mutagénèse insertionnelle, un élément génétique mobile peut avoir un rôle dans le développement du cancer. Deuxième élément, c'est sur l'immunité anti-cancer, l'immunité en lien avec les éléments génétiques mobiles. Les éléments génétiques mobiles, ils produisent des protéines quand ils sont déréprimés, parfois des protéines chimériques. Ils peuvent également produire du double-strand RNA ou des DNA-RNA hybrides qui sont reconnus par les systèmes de défense, notamment antivirales de la cellule. Et alors, il y a ce papier qui est assez connu, qui a été répliqué plein de fois et qui a créé un véritable champ de recherche d'ailleurs, dans celle en 2015, qui s'intéressait aux DNMTI, donc les inhibiteurs de DNA méthyltransférase, comme l'azacitidine qu'on utilise dans les myélodysplasies essentiellement. Et on savait que lorsqu'on soumettait des cellules au DNMTI, eh ben, on stimulait des gènes de la réponse immunitaire, et notamment on stimulait le pathway interféron type 1. Et ce qu'ils ont montré, c'est que la stimulation liée à ces médicaments, l'azacitidine, de l'interféron type 1, en fait, ils passaient par des sensors d'ARN double brin, qui sont normalement des ARN viraux qu'on ne devrait pas observer dans les tissus humains. Et donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il montre qu'en fait, ça passe par la réactivation liée à l'hypométhylation d'éléments rétrovirales endogènes qui se mettent à se répliquer, à s'exprimer en tout cas. Ils ne se répliquent pas, hein. Pardon, ils s'expriment et ils font de l'ARN double brin qui est reconnu par ces systèmes-là, MDA5, TLR3, et qui active un certain nombre de gènes de la réponse interféron. Ça a été répliqué dans le même journal par une autre équipe. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très étudié. Et même, il y a un certain nombre d'équipes qui travaillent sur de l'immunothérapie en essayant d'utiliser la désactivation, la dérépression des éléments génétiques mobiles qui produisent des protéines chimériques, potentiellement des néo-antigènes dans les cellules tumorales, et pour en faire une cible d'immunothérapie. Donc, pour résumer, dans le cancer, les éléments génétiques mobiles, c'est une petite proportion des variants pathogènes dans les gènes de prédisposition aux tumeurs. Mais plus généralement, le cancer, c'est associé à une dérépression des éléments génétiques mobiles, avec une mobilisation fréquente des séquences line 1 en tumorale, et puis une utilisation de ces séquences prêtes à l'emploi régulatrices par les tumeurs, production de protéines chimériques, et puis la dérégulation peut être également reconnue par les systèmes immunitaires et participer au phénotype un peu particulier immunitaire du cancer. Et donc, pour résumer, j'aime bien cette expression qui a été publiée dans un éditorial de Science en 2014, c'était pas sur le cancer, mais qui voit les éléments génétiques mobiles comme des sleeping dogs of the genome. C'est pas juste de la mutagénèse insertionnelle, c'est des séquences qui sont réprimées activement et qui ne demandent qu'à se réveiller en conditions physiologiques ou pathologiques. Et je vous remercie.
Merci Arnaud. C'était un très très bel exposé, très très complet, très. Moi je vais pas dire que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Est-ce que je les ai apprises? Ça c'est autre chose. Mais c'était très intéressant quoi. Je te remercie pour ce topo qui était vraiment très très complet. On va voir s'il y a du coup, je vois qu'il y a une question dans le chat de Sandrine Caputo. Existe-t-il un référencement de tous ces éléments mobiles? Ont-ils été tous détaillés? Alors, je pense que vous vous intéressez à l'humain. Chez l'humain, dans les éléments qui sont fixés, on les identifie par des algorithmes type répète masker. Donc, si vous regardez sur l'UCSC, par exemple, vous savez, avec répète masker, qui va identifier des séquences qui ressemblent à de l'ALU dans le génome. Donc, vous dire, là, il y a un ALU, là, il y a une séquence line. Ça, c'est le premier point. Pour les séquences qui sont polymorphes, on a quelques bases de données. Ça a été identifié par l'algorithme MELT dans Génome AD Structural Variant. Dans 1000 génomes aussi, on a fait tout. Enfin, MELT a été utilisé. Donc, on connaît un certain nombre de variants polymorphes fréquents pour les éléments génétiques mobiles chez l'humain. Maintenant, sur l'ensemble du vivant, oui, il y a des bases de données de types d'éléments génétiques mobiles et puis de reliens, comme DFAM. Mais si ce qui vous intéresse, c'est l'humain, ouais, vous avez les fixés qui sont identifiés par répète masker et qui sont présents dans l'UCSC ou dans l'assemblage du génome de référence. Et puis ceux qui sont polymorphes, il y a de plus en plus de bases de données qui identifient ceux qui sont les plus récurrents. Merci, je regarde, c'est toujours la même. Ouais, c'est toujours la même. Alors moi, je suis un peu paumée dans tout ce que tu as dit là, mais ce qui ce qui m'interpelle, c'est en effet le pourcentage de 50% de notre génome qui serait donc des éléments transposables, notamment des éléments mobiles. Et finalement, tout le monde n'est pas malade. Voilà, alors peut-être que ça génère des différences phénotypiques, on est bien d'accord, mais donc tu parles des défenses de notre organisme contre ces éléments qui ne demandent qu'à s'exprimer. Est-ce qu'aujourd'hui, il est envisageable de se dire que ce sont des parasites et que quand même, normalement, le but d'un parasite, ça n'est pas forcément de tuer son hôte, on va dire. Et que donc, il y a eux-mêmes, ils peuvent se réprimer dans certains cas pour ne pas voilà, générer systématiquement de pathologies. Alors, deux points. Premier point, c'est 50% du génome qui est formé d'éléments génétiques mobiles ou d'anciennes insertions d'éléments génétiques mobiles. C'est pas, pour 99,9% des cas, c'est exactement les mêmes entre vous et moi et l'ensemble de la population humaine et même des Néandertals, etc. C'est des éléments qui sont insérés il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Et finalement, ceux qui causaient problème ont été éliminés par sélection purificatrice. On sait par exemple qu'on a beaucoup moins d'insertions quand on regarde le côté du brin dans un gène, eh ben, on a un sous-enrichissement de ceux qui sont dans le bon côté du brin par rapport au brin anti-sens. On sait qu'on a un très net sous-enrichissement des éléments génétiques mobiles qui sont insérés et fixés dans les régions qui sont fonctionnelles par rapport aux régions intergéniques éloignées de tout gène. Donc déjà, ceux qu'on a encore, c'est ceux qui, a priori, causaient pas énormément de problèmes. Ça, c'est le premier point. Ceux qui sont polymorphes dans la population humaine, ensuite, ils peuvent s'insérer un peu n'importe où, et en effet, ils peuvent causer des maladies. Mais je dirais l'essentiel, le bulk de ceux qu'on voit dans les 50% du génome, c'est ceux qui ont survécu au tamis de la sélection naturelle, et donc c'est pas probablement pas les plus méchants. Deuxième point. Et donc, il est légitime malgré tout d'essayer de les caractériser? Non. De les caractériser. Alors, ils peuvent, on voit par exemple que dans le lymphome de Hodgkin, il y en a un qui est présent dans l'ensemble de la population humaine, qui n'est pas polymorphe, hein, c'est un truc qui est présent chez tout le monde, mais qui peut être réutilisé, qui est normalement réprimé, qui, quand il est déréprimé, peut être réutilisé pour un processus de transformation par une cellule tumorale. Donc, c'est pas parce qu'ils sont fixés ou qu'ils ont réussi à se fixer qu'ils n'ont aucun intérêt. Mais alors, il y a un deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est est-ce qu'ils ont intérêt, les éléments génétiques mobiles, à eux-mêmes s'auto-réprimer
Alors, ça se modélise mathématiquement, c'est des problématiques de génétique évolutive, et probablement, il n'y a pas de possibilité de sélection pour ces éléments. C'est pas possible, il n'y a pas de possibilité que la sélection favorise ce type de parasite pour qu'il se sous-exprime, si vous voulez, qu'il se reproduise moins. Ça a été évalué et globalement, la réponse est non. L'essentiel de la répression, elle vient de l'hôte. Ok, merci. Mais je n'ai pas présenté parce que c'est un peu technique, mais c'est une question qui a été posée, oui. Ouais, c'est un peu ça, c'est qu'on a quand même la sensation, enfin j'ai la sensation, pardon, je parle pour l'auditoire, mais j'ai la sensation que c'est quand même, enfin que les maths sont jamais bien loin là dans cette histoire et en effet, tu as parlé de la complexité de la détection de ces éléments. Aujourd'hui, en faisant équipe à Sequoia, tu nous as donné quelques callers à utiliser pour la recherche de ces éléments, mais c'est pareil, quoi. J'ai la sensation que je parle des laboratoires, un de nos laboratoires, avec nos moyens actuels, que ce soit en bioinformatique ou éventuellement avec nos technologies, c'est quand même très compliqué pour nous de pouvoir mettre ça en évidence et les associer à nos pathologies. Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'au contraire, c'est plus simple comme colleur que les CNV ou que les variants structuraux, parce que finalement, il n'y en a que trois qui se répliquent dans le génome humain. C'est les séquences cellules Line et SVA qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau et donc finalement, les colleurs sont plutôt moins compliqués que quand vous devez inférer n'importe quel type de CNV de 50 KB à 3 mégabases. Donc, et ceux qui ont été développés, je parle en particulier de Melt ou de Scramble ou de XT, finalement, ils sont assez efficaces, et notamment sur les régions qui sont pas celles de basse complexité, donc les régions qui nous intéressent facilement en clinique. Donc non, je dirais que c'est plutôt plus simple que des colleurs de CNV. Et d'ailleurs, je sais qu'à Curie, il y avait Mélanie Pagès qui avait présenté un poster aux assises, pardon, sur leur retour d'expérience sur l'utilisation de Melt depuis 8 ans maintenant, dans le cadre du panel HBOC, et probablement des autres panels aussi. Et ils voyaient que finalement, ils arrivaient à trouver un petit nombre de variants, mais ce qui est à peu près ce qu'on attend. Un petit nombre de cas, ils arrivent à identifier des variations liées à des éléments génétiques mobiles. Donc, l'utilisation de ces outils, non, c'est pas le. Je pense que c'est faisable pour tous les laboratoires. Ça demande du travail, bien entendu, de les implémenter, et c'est moins rentable en termes de fréquence d'événements que tous les variants structuraux, tout compris. Mais je pense que ça peut valoir le coup. En tout cas, ça a été fait dans d'autres laboratoires. Et nous, on essaie de le faire à Sequoia. D'accord. Il Aujourd'hui, il y y a a plusieurs. Pardon. Audrey, il y a une petite question. Oui. Quelqu'un Élise Pierre Noël, qui a pris en cours le topo, mais qui demande si vous avez abordé les différents moyens de répression de CTE par l'hôte. Euh, mon truc était assez général, donc en une heure, j'ai pas eu le temps de tout aborder. Oui, j'ai développé un peu le système des PIWI-RNA qui a été identifié initialement dans le cadre de l'élément P de la drosophile. Et donc, j'ai un peu rappelé ce système des RNA interférences. J'ai évoqué également les protéines type KZFP, qui sont des protéines qui servent à la méthylation des séquences d'éléments transposables, qu'elles soient nouvellement insérées ou insérées plus anciennement. Mais j'ai abordé ça rapidement, je ne me suis pas étendu beaucoup plus que ça. Et si, Est-ce... de toute façon, je pense que ce sera enregistré, donc tu pourras revoir. Oui, oui, tout à fait, hein. Alors, je vois pas d'autres questions. Alors, pour revenir à des considérations, j'ai envie de dire, basiques et cliniques, en admettant que ça soit transposable, on va dire, en routine facilement au niveau des Je viens de labos, le dire. pour un certain nombre, oui, il y a du boulot. Est-ce que ça pourra avoir une part pour nous aider, par exemple, dans le cadre des prédispositions héréditaires, à voir un peu plus clair sur la variabilité interfamiliale ou intrafamiliale? Variabilité. Alors, là où ça peut vous aider à y voir plus clair, c'est que c'est une petite proportion des mutations dans les prédispositions familiales, qui est petite, mais qui n'est pas non plus si négligeable que ça. Vous voyez que c'est un quart des mutations de BRCA au Portugal. Oui, c'est ça. Euh, donc,
Mais je pense que la plupart des labos qui font du BRCA connaissent cette mutation et donc la cherchent d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une rentabilité diagnostique qu'on attend modérée, mais qui existe. Ensuite, est-ce que les éléments génétiques mobiles peuvent expliquer la variabilité intrafamiliale? Autant que n'importe quelle autre mutation, il n'y a pas plus qu'une mutation ponctuelle ou qu'une délétion polymorphe dans la population générale. Oui, on sait que lorsqu'on fait des EQTL, bah, il y a une portion tout à fait significative de variation d'expression de certains gènes qui est liée à des polymorphismes d'insertion d'éléments génétiques mobiles. Lorsque l'on regarde des hits de GWAS, eh ben, il y a un très fort enrichissement des séquences polymorphes d'éléments génétiques mobiles au niveau des hits de GWAS. Donc, elles ont même en dehors de mutations et de maladies monogéniques, il y a des expressions phénotypiques potentielles en lien avec ces éléments génétiques mobiles polymorphes dans la population humaine. Est-ce que ce champ est couvert dans les grands consortiums qui existent sur ces différents sujets? Et bah, moi, j'ai l'impression, mais bon, je suis parti pris dans l'histoire, que ce soit aux Assises, à l'ESAG à Berlin, là, c'est pas un sujet qui, quand on parle de non-codant, applique directement à l'esprit des gens qui font de la génétique médicale humaine, à la différence de ce qu'on observe, par exemple, dans la génétique des plantes, où c'est quelque chose qui est beaucoup plus pris en compte, probablement pour des raisons historiques, entre autres. Est-ce que c'est pris en compte maintenant? Bah, je dirais que sur 1000 génomes, par exemple, bah, ça n'a pas été le premier papier, mais assez rapidement, quand ils ont eu un colleur, ils ont regardé ce qu'il y avait en termes de variants structuraux. Dans Génomade aussi, Génomade SV, bah, ils ont regardé les éléments génétiques mobiles. Donc, ça arrive toujours un peu dans un deuxième temps, mais il y a un certain nombre d'équipes qui s'y intéressent tout de même. C'est pas non plus c'est un angle mort, mais c'est pas non plus un black spot absolu, quoi. On a l'impression en fait que c'est plutôt des facteurs de risque associés, quoi. Voilà, tu as parlé t'as dit que dans quelques cas, peut-être, je sais pas si ça te vient en tête, ça peut être driver, mais que la majorité du temps, c'était plutôt quand même du secondaire. Mais comme toute mutation ponctuelle, ou comme toute variation structurale, on ne s'attend pas à ce que. Enfin, si vous regardez 100 mutations dans le cancer, c'est probablement mieux que moi, mais il y en a la plupart qui vont être des mutations passenger qui n'auront aucun impact sur la transformation cellulaire. Moi, c'est pareil avec les insertions d'éléments L1. Dans les cancers, la plupart sont probablement passenger. Mais indépendamment de la mutagénèse insertionnelle, la dérégulation des éléments L1 dans les cancers et de l'ensemble des éléments transposables, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'elle pouvait aussi avoir un rôle indépendamment de ces transpositions. Bah, merci pour tous ces éléments de réponse. Antoine, tu vas avoir le dernier mot, ça me semble logique. Non, merci Tu beaucoup peux Arnaud même pour mettre ta caméra, voilà, on remercie ouais. bien sûr Arnaud. Non, merci Arnaud pour pour la présentation très didactique, hein. Et puis bah oui, le séminaire est enregistré, donc pour ceux qui voudraient réécouter ou ceux qui n'ont pas pu assister à ce webinaire pourront aussi le regarder ultérieurement. Voilà. Merci beaucoup de l'invitation. J'espère que c'est resté un peu dans votre champ d'intérêt et que ça a intéressé les auditeurs. Mais on je pense, enfin, en aura tout des cas, retours. ouais, et puis j'ai regardé le nombre de participants est resté constant tout le topo, Arnaud. Donc ça, c'est un indicateur. Ouais, c'est un bon indicateur. Voilà. Bon, merci à tous. Je pense qu'on va arrêter là l'enregistrement et le webinaire. Ouais. À très bientôt à tous À bientôt. et merci à Alain Villemain pour son aide à l'organisation aussi. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.